Ardio, la radio interdite aux idiots. Bonjour et bienvenue sur Ardio Mugon. Nous sommes de retour aujourd'hui pour recevoir Laura, Emma et Manon et parler d'écologie. Vous le verrez tout à l'heure, nous allons écouter une émission qu'elles ont réalisée, La science de Paulette et Clotilde. Elles nous en diront plus tout à l'heure. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes toutes les trois élèves en BTS DATR, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quelqu'un peut nous expliquer DATR, ce que ça veut dire, remettre les choses au clair ? Le DATR, c'est développement et animation des territoires ruraux. Et notre rôle, c'est de redynamiser les territoires ruraux. D'organiser des projets. D'accord. Super, on est là donc pour parler d'écologie, parce que c'est l'émission que vous allez nous présenter tout à l'heure. Comment on en est venu à parler d'écologie ? C'est que vous avez réalisé un PIC, c'est ça, par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Un PIC, c'est un projet qu'on va organiser en première année. C'est un projet qu'on choisit par groupe. Sur la thématique que l'on souhaite. On est libre sur ça. D'accord, et vous aviez choisi ? Le ramassage des déchets sur une plage. La plage de Vielle-Saint-Giron. D'accord. D'accord, très bien, très intéressant. On le verra tout à l'heure, vous avez donc réalisé une émission en rapport à ça. J'ai envie de vous poser une première question déjà, commencer par Laura. Laura, quel âge avez-vous ? 19 ans. Comment on envisage l'écologie à 19 ans ? Moi, j'estime qu'il est important de participer à des activités pour préserver l'environnement. Et je pense que normalement, tout le monde devrait se sentir concerné et mettre en place du coup, des activités pour pouvoir ramasser les déchets et pour préserver du coup, notre planète. Oui, Manon, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un sujet majeur pour notre génération. On doit protéger la planète et avertir les générations futures. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait pour vous, qu'on vous a assez averti là-dessus ou... Pas suffisamment. Non. Pas suffisamment ? Il y a une ambiance actuelle qui est tout à fait réelle et entendable de fin du monde. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir, vous, votre génération-là, à 19 ans, donc Laura, encore un peu d'espoir pour la planète, pour ça ? Est-ce qu'on arrive encore à se mobiliser ou est-ce que c'est trop tard ? Non, il n'est jamais trop tard, mais si chacun fait des efforts de son côté, on peut toujours s'en sortir. Si tout le monde met un peu du sien, que ce soit juste pour trier ses déchets, minimiser ses transports en prenant son vélo par exemple, on peut y arriver ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre génération des choses sont déjà mises en place ? Manon, est-ce que votre génération est vraiment active là-dedans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense. Déjà, au niveau de la consommation, je pense que les jeunes consomment de plus en plus par exemple des vêtements de seconde main. Avec les vêtements d'Emmaüs ou Vinted ou Le Bon Coin, tout ça. C'est très à la mode en ce moment. Donc, D'accord, oui, avec un peu ce mode des friperies de la fast fashion qui est un peu moins présente peut-être qu'avant. Quelles sont, en lien avec ça, quelles sont vos démarches, vous, personnelles, que vous mettez en place donc, pour l'environnement, Laura ? Moi, je fais en sorte de trier tous mes déchets et de sensibiliser les plus jeunes quand je le peux. Et par exemple, dès que je vois un déchet par terre, j'en viens à le ramasser et ce serait pas mal que tout le monde fasse pareil ou même juste ne pas jeter les déchets par terre déjà. Ce serait déjà bien. Oui, c'est effectivement une bonne chose. Ouais. Faire l'effort de mettre ses déchets dans la poubelle directement au lieu de le jeter, par exemple, sans chewing-gum dans la rue. On peut attendre, le mettre dans un petit papier et le jeter chez soi. Il me semble d'ailleurs que vous avez dans votre émission une petite question là-dessus sur le temps de dégradation des chewing-gums, si je ne me trompe pas, on l'entendra tout à l'heure. Emma, vous, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien ? Pareil, je trie mes déchets. Quand je dois aller faire mes courses, j'y vais à pied. J'essaie de ne pas prendre la voiture. D'accord, donc des petites actions qui font rire Manon, parce qu'elles peuvent sembler peut-être insignifiantes. Mais Manon, vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous mettez en place ? Moi, j'achète des vêtements qui sont déjà de seconde main, ainsi que pour la technologie aussi, tout ce qui est téléphone, ordinateur, reconditionné. Et je mange moins de viande parce qu'on sait que la consommation de viande est très polluante. Donc, j'essaye de limiter ma consommation de viande et je trie mes déchets aussi. Et est-ce qu'il y a, en rapport avec ça maintenant, est-ce que, par exemple, votre self met en place des repas végétariens ou on sait que c'est quelque chose qui avait du mal à être mis en place ou, Oui, il y a un repas végétarien dans la semaine. Et ils font le tri aussi.
D'accord. Est-ce que vous avez l'impression... Comment s'articulent les relations avec des générations qui peuvent être un peu plus âgées ici au lycée? Est-ce que tout le monde fait des efforts pour ça, ou est-ce que vous sentez un décalage générationnel avec soit des membres de l'établissement ou d'autres personnes ou pas? Ou est-ce que tout le monde y met du sien? Quelle est votre impression là-dessus? Mais je crois qu'il y a des professeurs qui mettent en place un système d'anti-gaspi. Donc, que ce soit avec le pain, ils sont venus nous faire une intervention avec... Ah oui, ils font du c'est compost. les troisièmes. Ouais, avec les troisièmes. Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, ils essayent d'impliquer un peu tout le lycée. En fait, je pense que toute notre génération, elle est concernée. Oui, donc, on se sent tous concernés. On fait tous des efforts sur ça, je pense. D'accord. Du moins, on essaye. Et vous parliez Du moins, nous, les jeunes en espace rural, quoi. On se pose pas les mêmes questions. Ouais, en rapport avec là où vous vivez, simplement. Ouais, c'est ça. Manon, vous parliez tout à l'heure d'acheter des vêtements de seconde main. Est-ce que c'est quelque chose qui sont complémentaires, qui peuvent être complémentaires ou, Ah oui, totalement. En ce moment, la mode, c'est vraiment l'oversize et le vintage. Donc, en fait, tous les vêtements de nos parents reviennent à la mode. Donc, forcément, la seconde main, c'est la meilleure façon de consommer, je pense. Oui, puis maintenant, il y a les réseaux sociaux aussi qui promeuvent vachement la seconde main, tout ça, le fait de ne pas acheter forcément de la marque. D'accord, vous trouvez que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un mouvement comme ça qui est... Ouais. D'accord. Petite question qui est peut-être d'un ordre un peu plus politique, un peu moins individuel, on va dire. Là, vous nous avez parlé des choses qu'on pouvait mettre en place individuellement pour sauver l'environnement, ou du moins faire du mieux qu'on puisse. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la France récemment de l'utilisation du nucléaire classé en énergie verte? Moi, je trouve ça plus dangereux et inconscient qu'autre chose. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, ça pourrait causer des dégâts irréversibles. Ouais, moi aussi, je trouve pas ça compatible. Moi, je pense que c'est juste une question économique. Ça va leur coûter moins cher de passer le nucléaire en énergie verte que de replanter plus d'éoliennes, de mettre plus de panneaux voltaïques, tout ça. D'accord, donc j'imagine que le fait que le ministère de l'écologie ait récemment dit qu'ils allaient repasser, en tout cas relancer des centrales au charbon, donc en énergie fossile, ça vous plaît pas énormément? Non, c'est n'importe quoi. C'est juste des enjeux économiques, je pense. Et je pense qu'ils en ont rien à faire des générations suivantes. Je pense que pour les personnes politiques, les générations suivantes, ce sera à eux de gérer le problème, et du coup, ils s'en fichent. Ils pensent qu'à l'économie actuelle. D'accord, mais vous avez quand même espoir de pouvoir changer des choses, justement, avec les pratiques individuelles dont vous me parlez tout à l'heure, Laura. Vous pensez quand même que ça peut faire changer des mentalités? Ouais. Oui. Oui. C'est notre rôle à nous, les jeunes, de montrer aux gens que c'est important de préserver notre planète. Je pense que si tout le monde fait un petit effort de leur côté, ça peut changer beaucoup de choses. D'accord, super, merci beaucoup Laura, merci Emma, merci Manon. De rien. Merci à vous. Merci. Et on va maintenant écouter votre rubrique où vous avez fait des choses, vous avez réalisé ce projet de ramassage de déchets sur une plage, vous en avez réalisé une émission pour Ardio Mugron, et nous allons l'écouter tout de suite. Donc je rappelle le projet de Laura, Emma et Manon, la science de Paulette et Clotilde. Bonjour à tous, on se retrouve dans l'émission La science de Paulette et Clotilde pour parler d'une initiative créée par un groupe de 3 filles de BTS Développement et Animation des territoires ruraux. La science de Paulette et Clotilde. La science de Paulette et Clotilde. Ting, ting. Emma, Manon et Béatrice ont pris l'initiative d'organiser une journée ramassage de déchets avec la participation du collège de Lynx. Retrouvons notre reporter Clotilde et son intervenante Béatrice. Bonjour Clotilde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui Paulette, je vous entends très bien. Je suis en compagnie de Béatrice, une des élèves chargées du projet 1 mètre, 1 déchet. Pour entrer dans le vif du sujet, d'où vous est venue cette idée Béatrice? Alors cette idée est venue de moi puisque mon père travaille dans le milieu des déchets et bien sûr nous étions toutes les 3 déjà sensibles à l'environnement et on voulait du coup organiser un projet autour de cette thématique. Et pourquoi un ramassage des déchets? Alors, un ramassage des déchets, tout simplement parce qu'on pense que les littoraux sont très touchés par l'impact de la pollution. Et comme on habite toutes les 3 à proximité de l'océan, donc cela nous tenait à cœur de proposer ce projet aux jeunes du collège, qui sont donc pour nous les adultes de demain, afin de les sensibiliser à cette cause qui me paraît primordiale. Avez-vous eu recours à des partenaires lors de ce projet?
Alors oui, plusieurs. Dans un premier temps, les Cerveaux Salés, qui est une association spécialisée par le ramassage des déchets sur les littoraux. Ensuite, on avait le collège, qui a permis de concrétiser une grande partie de ce projet. On avait également le département des Landes pour la réservation du bus, mais aussi l'ONF, donc l'Office national des forêts, pour permettre de sensibiliser les élèves sur l'intérêt des dunes. Nous avons également eu l'intervention d'un MNS, du coup un maître nageur sauveteur. Et pour finir, la commune de Vielle-Saint-Giron, qui nous a permis de nous fournir les sacs poubelles et des gants. Ting, ting. Mais Paulette, dis-moi, c'est quoi une dune? À quoi ça sert? Une dune, c'est un tas de sable, forme d'accumulation éolienne, qui se construit en haut d'une plage perpendiculairement au vent dominant, arrivant le plus généralement de la mer. Elle joue un rôle majeur dans la fixation des sables et permet le stockage des différents arrivages de sable au plus près de la source sur une dune non boisée. Ting, ting. Ah, je comprends mieux. Merci Paulette. Et dis-moi Béatrice, comment s'est déroulée cette journée? Alors, tout d'abord, nous nous sommes donné rendez-vous à la plage le matin avec les enfants. Après, nous avons ramassé les déchets, donc du coup avec l'association Les Cerveaux Salés. Puis nous avons eu l'intervention de l'ONF. Après ça, on a proposé une activité sportive avec les professeurs de sport pour joindre un petit temps d'animation pour les enfants, pour qu'après ils puissent un peu se détendre. Oh, mais c'est super! Dites-moi, dans quel état d'esprit se trouvaient les enfants? Les enfants étaient très heureux de prendre part à ce projet et très soulagés de pouvoir le faire. Comment était la plage? Était-elle propre? Alors non, elle n'était pas propre, mais il y a eu un petit temps de nettoyage qui a été effectué avant notre intervention. Ting, ting. Dis-moi Paulette, combien de temps met un déchet pour disparaître? Eh bien, ça dépend des déchets. Les bouteilles plastiques, elles, mettent entre 100 et 1000 ans. Les sacs plastiques, 400 ans. Le verre, 4000 ans. Et les mégots et le chewing-gum, 12 ans et 5 ans. Ting, ting. C'est dingue Paulette. Mais alors Béatrice, comment peut-on aider à la propreté des plages? Oh, il y a plusieurs solutions, comme par exemple participer à des ramassages récurrents proposés par des associations qui préservent les littoraux, comme par exemple du coup les Cerveaux Salés qu'on a utilisés pour notre projet, qui se situe dans les Landes. Merci Béatrice. On retrouve Christian, notre envoyé spécial sur le terrain pour un micro-trottoir. Il est parti prendre la température auprès des étudiants de Mugron. Alors bonjour, dans le cadre d'un projet qui s'appelle 1 mètre, un déchet, j'aimerais savoir si tu as participé déjà à un ramassage de déchets sur les plages. Non, pas sur les plages, mais en bordure de ruisseau, oui. Selon toi, quel type de déchets on retrouve le plus dans la nature comme ça? Des bouteilles en plastique, des poches. Et là, avec le Covid, on retrouve beaucoup de masques aussi dans les bordures. Combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature? Je dirais 40 ans. Bonjour. Bonjour. À ton avis, quels déchets retrouve-t-on le plus sur les plages? Des bosses en plastique, des verres, des canettes, des boîtes d'emballage, des trucs comme ça. As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets? Non, jamais. Et à ton avis, combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature? 1000 ans. Bonjour. Bonjour. Selon toi, quels déchets retrouve-t-on le plus sur les plages? On retrouve souvent des sacs en plastique, des sachets de chips, des gobelets en plastique et beaucoup de bouteilles en verre. Et souvent des sandales perdues et des objets renvoyés par la mer. As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets? Non. Et selon toi, combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature? Je dirais 200 ans. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Quels déchets retrouve-t-on le plus sur une plage? Le plastique. As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets? Oui, c'était à l'école primaire, en CM2, on est parti à la plage avec notre maîtresse et on a ramassé tous les déchets qu'il y avait sur la plage. Un vieux boucau. À ton avis, combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature? Je dirais une petite dizaine d'années. Bonjour. Bonjour. Selon toi, quels déchets retrouve-t-on le plus sur une plage? Des mégots de cigarettes, du plastique qui provient de la nourriture que les gens mangent sur la plage. As-tu déjà participé toi-même à un ramassage de déchets? Oui, une fois j'ai trouvé un préservatif sur la plage. Du coup j'en avais plus, du coup je l'ai réutilisé. Je suis zéro déchet moi donc. Combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature? Je pense une vingtaine d'années. Et le plastique plus une centaine d'années. Voilà, parce que le chewing-gum est principalement composé de pétrole. Voilà. Ting, ting. Merci Christian pour ces précieuses informations. Nous remercions également les élèves qui ont participé à ce micro-trottoir, ainsi que Béatrice pour son intervention.
Je vais rendre l'antenne à Paulette. À plus les amis. Pour résumer, le développement durable et la protection de l'environnement est un sujet qui interpelle les jeunes de nos jours. C'est un enjeu majeur. Pour soutenir le mouvement, nous vous invitons à rejoindre les associations type Les Cerveaux Salés pour mettre la main à la pâte. Allez Clotilde, prépare ton maillot, direction la plage. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye! La science de Paulette et Clotilde. La science de Paulette et Clotilde. Ting, ting. Nous sommes sur Radio Mugron, la radio du lycée agricole de Mugron, et aujourd'hui je suis avec Clarisse. Clarisse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Clarisse ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien également, merci. Nous sommes ici pour parler de votre rubrique pour Radio Mugron que vous avez réalisée. C'est une interview de Pierre Debatz. Debatz, c'est ça ? Debatz, exactement. Debatz, il me semble qu'il est à cheval sur la prononciation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots déjà sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur du lycée ? Alors, je m'appelle Clarisse Alain, je suis étudiante en 2e année de BTS DATR qui signifie Développement et Animation des Territoires Ruraux. Et je suis depuis 2 ans parce que j'ai fait un bac pro, accompagnement soins et services à la personne au lycée Paul Bert de Bayonne. D'accord. Et donc, vous avez décidé pour notre radio avec le lycée agricole de Mugron de réaliser une interview historique avec Pierre Debatz, qui est donc président, c'est ça, de l'association historique et culturelle du pays de Mugron ? Exactement. La rubrique s'appelle La petite histoire du Mugron. Elle permet de parler du canton du pays de Mugron parce que maintenant c'est un pays et non plus un canton. Oui, effectivement, ça nous l'entendrons donc tout à l'heure dans l'interview. Pourquoi avoir décidé de parler de l'histoire de Mugron, de nous présenter le patrimoine, enfin quelqu'un en tout cas qui nous parle du patrimoine de Mugron ? Parce que parler du pays de Mugron, ça nous tient à cœur de parler, puisque nous sommes dans un lycée agricole et que parler des choses qu'on ne connaît pas forcément, ça nous permet d'en savoir davantage. Et Pierre Debatz encore plus, car il est à l'origine du verger conservateur qui met en place des fruits, on va dire, et légumes, mais principalement des fruits qui sont oubliés, on va dire, de la société. Et ça permet que des familles, nous lycéens, des gens extérieurs, puissent se servir et connaître des fruits oubliés, on va dire. D'accord, donc il plante dans ce verger des espèces anciennes pour les remettre au goût du jour, on va dire. Exactement. Et il nous avait dit dans l'interview qu'il y a des arbres qui viennent de vergers qui sont détruits parce que les gens ne trouvent pas l'utilité, et lui les replante, et parfois les arbres ont plus de 5000 ans et puis ils produisent toujours, et ça fait du bien à la population d'avoir des fruits anciens. D'accord, oui. Et vous, Clarisse, vous avez 20 ans, c'est ça ? Exactement. Vous êtes étudiante donc à Mugron. Est-ce que vous bénéficiez de ce verger ? Est-ce que vous y allez même ? Est-ce que ça bénéficie à cette jeune population mugronnaise, ce verger, et plus généralement ce qui est mis en place par cette association ? Alors oui, le verger est en partenariat avec les 3e du lycée agricole. Donc ils ont remis au goût du jour l'année dernière avec des plaques pour mettre le nom des fruits sur chaque arbre. Et moi, j'ai bénéficié du verger l'année dernière, car l'internat de Péréannée où j'habitais la semaine était à côté. Donc le soir, un fruit par-ci par-là, et voilà. Et mes colocs qui avant étaient dans le cœur du Mugron se servaient aussi, parce qu'il y a des fruits de qualité et qui sont, on va dire, bons. Et selon les saisons, on a des fruits oubliés comme le kaki, et ça, le kaki n'est pas très connu, par exemple. D'accord, et donc comment est-ce qu'on, question bien plus générale, comment est-ce qu'on vit à 20 ans à Mugron ? Alors, Mugron, c'est vrai qu'il y a pas, principalement rien, mais on va dire que les élus essaient de mettre en place certaines choses. On va dire que, par exemple, il y a un ancien monsieur, alors je ne sais pas de quel parti il fait partie, corps de métier, mais a ouvert un escape game. Pour l'instant, il n'y a qu'un thème sur l'escape game, mais il met ça en place. Le club, qui est un tiers-lieu, est en train de se construire. Marie-Hélène d'Angoumont, elle essaie de mettre des chambres d'hôtes à l'ordre du jour, comme ça, quand il y a
des spectacles autour, il y a toujours de l'hébergement sur Mugran. Et puis après, on y vit bien. On va dire que le soir, si on va aller se déplacer, on peut aller faire la voie verte. Elle relie Dax jusqu'à, si je dis pas de bêtises, un peu avant R, même avant, mais il y a des balades à faire. Et puis le cœur de Mugron, même s'il est, on va dire, un peu essoufflé à l'heure actuelle, il y a quand même des boutiques et comme la chapellerie du Banc qui a été repris par le fils et qui essaie de le mondialiser. D'accord, oui, donc étant jeune à Mugron, il y a des choses à faire, il n'y a pas un fossé générationnel entre l'ancienne et la nouvelle génération, et les personnes qui sont les étudiants et étudiantes du lycée de Mugron participent, elles ne sont pas juste là pour faire leurs études, en fait, elles participent totalement à la vie mugronnaise, quoi. Ah oui, oui, et notamment le carrefour Sissi, on peut dire que c'est un petit carrefour Sissi ou Condac, je sais plus, mais ça nous dépanne bien. Quand on peut pas aller faire des kilomètres et des kilomètres pour faire les courses, ils nous dépannent bien. Et c'est vrai qu'après, à côté, il y a Maïsadour et la cave de Chalante-sur-Saint. Et pour les gens qui sont amateurs de vin, on peut aller se prendre le vin là-bas. D'accord, oui, super. Merci beaucoup Clarisse pour toutes ces informations et merci encore pour l'interview que vous avez fait de Monsieur Pierre Debatte. Il nous en apprend beaucoup sur l'histoire de Mugron. On va l'écouter tout de suite si ça vous va. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutons tout de suite donc l'interview de Pierre Debatte, président de l'association historique et culturelle du pays de Mugron, pour la rubrique La petite histoire de Mugron, présentée par Clarisse, élève du BTS DATR. C'est tout de suite. La petite histoire de Mugron. Chers auditeurs, je suis en compagnie de Monsieur Débat pour lui poser quelques questions. Debatte, on est en Gascogne ici. On me prononce TS. Ah, Debatte, ok. L'interviewé emmerdeur, t'as pas fini. Ah d'accord. Je suis en compagnie de Monsieur Débat pour lui poser quelques questions. En premier lieu, présentez-vous et présentez votre association. Bon, je suis Pierre Debatte. Je suis président de l'association historique et culturelle du pays de Mugron. Pourquoi de pays? Parce que administrativement, nous ne sommes plus un canton à Mugron, mais un pays. Et cette association est chargée à des missions précises, à savoir tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire de ce territoire-là. Donc, ce qui est culture, c'est tout ce qu'il y a d'historique, et il y a des choses historiques. Pas loin d'ici, d'ailleurs, pas loin du lycée. La chapelle du cimetière est un exemple tout à fait original. Le P de Perran, qui est un haut lieu de l'histoire au moment des guerres de religion entre Henri de Navarre, qui est devenu par la suite roi de France sous le nom de Henri IV, et qui a il a failli perdre la vie, là, poursuivi par les catholiques. Il a failli, effectivement, il laissait la peau, et donc il a traversé l'Adour à toute vitesse, et il était temps qu'il le fasse. Voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça, là, surtout au XIXe siècle, qui a été pour la Chalosse un grand moment, un moment de grande richesse. Imaginez qu'un seul commerçant qui vendait du vin d'ici, de Chalosse, dans toute l'Europe du Nord, en Angleterre, en Hollande, etc., a été capable de construire à ses frais l'église actuelle, néo-gothique, par exemple. Voilà, c'est des exemples dont nous intervenons sur tout ce qui a été dans notre petit territoire, des moments importants d'histoire. Par exemple encore, Frédéric Bastiat, que vous avez peut-être remarqué, Ambrose, sur la place centrale du village, où il y a écrit que c'était un ancien député de l'Assemblée nationale et qui a beaucoup travaillé sur l'économie au XIXe siècle toujours, et qui a eu une importance très importante et qu'il a toujours. Je vois, parce que j'habite sur la place, je vois beaucoup de choses, mais je vois qu'il y a des gens qui viennent, soit d'Écosse, parce qu'ils ont un kilt, alors on les reconnaît facilement, d'autres des États-Unis, parce qu'ils parlent fort, les Américains en général, et puis qui viennent voir la statue de ce grand homme. Il y a beaucoup plus de cercles Bastia, par exemple, aux États-Unis,
qu'il y en a en Europe. Et dans les Landes, il y en a un qui travaille sur ce qu'a fait Frédéric Bastiat sur le plan économique et à l'Assemblée nationale. Donc moi, en deuxième temps, j'aimerais savoir quel lien vous pouvez faire entre votre association et le BTS DATR. Oh, ben c'est un vieux lien. Nous avons fait ce verger en 2014. Hein. Donc en 2014, nous avons pris contact avec le conservatoire végétal d'Aquitaine. Ce conservatoire-là est à Montesquieu, dans le Lot-et-Garonne. Et donc pour sécuriser les essences anciennes, il les disperse sur des lieux comme celui de Mugron. Il y en a à Pouillon, il y en a un peu partout sur le territoire national. Et ils nous ont fourni des essences rares. Vous avez là, par exemple, un figuier qui a 25 000 ans. Enfin, pas lui. Vous voyez, l'espèce, la variété de ce figuier est une des plus vieilles qui existent sur le territoire national. Mais si jamais ils ont un pépin, une grêle, une tempête, et on va vers des tempêtes, là, vous le savez. Donc, c'est une façon, en dispersant les variétés, c'est une façon de les sauvegarder, plus sûrement que si on les laisse sur un seul territoire. Et le lien que vous pouvez faire entre Alors, le lien, c'est que nous avons commencé très tôt le lien avec le lycée. Donc, nous avons signé une convention avec le lycée, la mairie et notre association, où on essaie tous d'être gagnant-gagnant. Le lycée, si j'ai bien compris, est un peu à l'étroit et cherche des terrains d'application concrets. Hein. Nous, on a besoin d'études. Par exemple, avec les BTS, on nous a fait la signalétique sur chaque variété. Parce que ce verger, pour nous, il est complètement ouvert. Où on puisse à terme que les élèves, par exemple, qui font aide à la personne en milieu rural, puissent amener les gens de l'EHPAD dans ce verger, y compris cueillir des fruits à la saison. Il y a tout un tas d'activités qu'on peut faire comme ça, ensemble, et remettre un peu toutes les générations ensemble. D'accord. Quel impact a votre association sur l'animation du territoire ? Énorme. Nous faisons plein de choses, des conférences, nous éditons des ouvrages historiques, principalement historiques. Nous avons édité, avec un général qui habite ici, un livre sur la guerre de 14-18. Mais lui, il a mis 19, parce que c'est pas arrêté à 18, parce que la guerre était finie. Après, ils sont rentrés. Les gens qui rentrent, qui étaient prisonniers, qui n'étaient pas morts. Les morts aussi sont rentrés. Et il a fallu quand même aussi raconter tout ça. Nous avons édité l'histoire de Mugron, un auteur qui a travaillé aux archives pour raconter l'histoire de Mugron, en gros du Moyen-Âge à nos jours. On a édité aussi un moment charnière de l'histoire de Mugron, 1950. J'étais né, moi, en 1950. Je sais de quoi il parlait. Et c'est le moment où on passe de la toute petite propriété à la propriété plus étoffée. Autrement dit, les agriculteurs arrêtent d'être complètement agriculteurs à 100% et ils ont un mi-temps dans leur petite propriété et le reste, ils essaient de trouver du travail à l'usine. C'est le moment où l'agriculture s'industrialise. C'est le moment où on arrache les haies. C'est le moment où tout se transforme sur le plan agricole. Et c'est le moment aussi où commencent à arriver les anciens colons d'Algérie qui rachètent énormément de terres. Donc c'est un moment important et nous avons un auteur qui a travaillé là-dessus et nous avons édité son ouvrage. D'accord. Tout ça étant en vente chez Madame Romero à la librairie de Mugron. D'accord. Merci, Monsieur Debaz, de nous avoir permis de réaliser cet entretien. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée. Merci beaucoup. La petite histoire de Mugron. Ardio, la radio interdite aux idiots.
Ceci est un message du ministère de la valorisation des produits locaux. Je suis Chantal et j'aime le Cantal. Et qui dit Cantal, dit Emmental. Et qui dit Emmental, dit Maroilles. Avec le maroilles, on se régale. Le fromage c'est trop bon, dans n'importe quelle région, à toutes les saisons, soutenons la valorisation. Oh, tu utilises encore des cotons jetables ? Bah oui, tu utilises quoi toi ? Moi, j'utilise les cotons réutilisables de chez Sponge Bio, qui sont éco-responsables et réutilisables à l'infini. Tu as juste à les passer à la machine et hop, un démaquillage en douceur. Avec Sponge Bio, ma peau est plus douce et c'est éco-responsable. Sponge Bio, le coton qui protège ta peau. Ceci est un produit paramédical, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, à consommer sans modération. Chaque année, la violence tue. Quand dans ton groupe ça va mal, il faut savoir s'en aller. Retourne-toi vers les étoiles, elles sauront te diriger. Stop, stop à la violence. Il faut cesser les conflits. Stop, stop à la violence. Gaspille pas ton énergie. Quand tes collègues sont trop chiantes, il faut les foutre dans l'amiante. Et si elles sont pas calmées, Dieu saura les recadrer. Stop, stop à la violence. Il faut cesser les conflits. Stop, stop à la violence. Gaspille pas ton énergie. C'était un message du ministère de mon intérieur. Super samouraï. Mieux qu'un samouraï, le répulsif yokai. Un flacon pour le prix de 2. Garantie 100% efficace, Justine peut en témoigner. Wow, alors moi j'ai acheté un répulsif yokai, ça a super bien marché. Comme Justine, faites le bon choix et utilisez... Super samouraï. Que vous soyez dans le métro, au boulot ou au dodo, écoutez... Bonjour et bienvenue sur Ardio Mugron. Aujourd'hui, nous sommes avec Léa, Héloïse et Gaëlle. Léa, bonjour. Bonjour. Héloïse, bonjour. Bonjour. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Léa, Héloïse, Gaëlle qui sont élèves en BTS ici au lycée agricole de Mugron. Et nous nous retrouvons pour quelques questions sur votre projet que vous avez présenté. Vous avez réalisé une rubrique pour cette radio que nous allons écouter tout à l'heure. Cette rubrique est autour des yokai, qui sont des légendes japonaises. Vous nous en direz plus tout à l'heure. J'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Mais d'abord, l'ensemble des rubriques et des chroniques qui ont été proposées à Radio Mugron viennent de ce qu'on appelle un PIC. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices ce qu'est un PIC ? Oui, bien sûr, PIC signifie projet d'initiative et de communication. Le but était de mettre en œuvre nos connaissances acquises en cours et de développer nos capacités de gestion de projet dans une situation concrète, ainsi que d'améliorer notre autonomie et notre communication par le biais d'une animation. Nous avions champ libre sur le sujet de notre événementiel et nous nous sommes réunis par centre d'intérêt. D'accord, donc vous avez à faire une sorte de gestion de projet, de mini-projet événementiel, c'est ça ? Oui, c'est un montage de projet de A à Z. D'accord, et alors on peut se poser la question, on est dans un BTS DATR, je le rappelle, donc développement et animation des territoires ruraux, c'est ça ? Et pourquoi avoir choisi ce thème sur la culture japonaise alors ? On a toutes les trois une passion commune pour le Japon. Mais aussi pour développer la culture auprès des lycéens. Et dans cette période de Covid, on a voulu faire un petit peu voyager les élèves sans forcément avoir besoin de se déplacer. Par exemple, pour tout ce qui est légendes urbaines, ça a tendance à perdurer dans des petits villages, plus que dans les grandes villes où ça commence à être un peu oublié au profit des évolutions. Et même à l'échelle de Mugran, ça permet aux habitants ou même du coup aux étudiants du lycée d'élargir leur culture et leurs connaissances et de s'intéresser à de nouvelles choses. Merci Gaëlle. Et une petite question, lors de ce montage de projet, il est sans doute nécessaire pour vous de faire appel à des institutions, d'établir des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, par exemple, nous avons sollicité le personnel du lycée, l'équipe pédagogique et nos professeurs de SC et ainsi que le gestionnaire du CDI. Nous avons travaillé avec les élèves de 3e et leur professeur principal. Nous sommes intervenus pendant 2 heures de cours d'ESC qui est une matière qui s'appelle l'éducation socioculturelle. Donc voilà. Et on a été amenés à interagir avec des personnes en dehors du lycée, notamment la médiathèque de Mugran qui nous ont prêté des ouvrages, par exemple des mangas venant du Japon.
D'accord, oui, j'imagine que c'est un thème qui doit parler notamment à des collégiens et des collégiennes, parce qu'on sait qu'ils sont plutôt qu'il y a un grand attrait pour les mangas en ce moment, donc ça a dû résonner, non, pour ces élèves. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était pour eux essentiellement les mangas et la nourriture, le Japon. D'accord, oui, ça a été aussi un moyen pour vous donc d'élargir un peu leur vision sur le sujet. Ouais, de faire tomber un peu les clichés. Petite question plus personnelle, Léa, Héloïse et Gaëlle. Quels ont été vos ressentis sur le projet? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de bénéfique, de compliqué? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Les élèves de 3e ont été très attentifs, mais on a eu quelques petites difficultés à les faire interagir parce qu'on avait fait un diaporama sur la culture japonaise qui était assez court et qui avait beaucoup trop de texte, et c'était assez compliqué de garder leur attention parce qu'ils lisaient trop au tableau et on aurait dû faire moins de texte. Aussi, comme c'était notre premier projet, on savait pas trop comment faire et du coup c'était assez compliqué pour s'organiser, mais c'était très intéressant et enrichissant à faire. Oui, il y a vraiment une bonne ambiance. Et, au préalable, on a voulu tester quelques animations. On a notamment fait un loup-garou, donc le jeu du loup-garou de Tierce-Lieu, mais contextualisé au Japon, dans un petit village. On avait raconté une petite histoire. Notre classe nous a énormément aidé à préparer tout ça, à s'entraîner. Et ça a plu à beaucoup de monde. On a été agréablement surpris. On l'a fait un soir à l'internat. On a eu beaucoup de monde, vraiment. C'était sympa. D'accord, donc vous avez adapté les cartes du loup-garou, mais en culture japonaise. Est-ce que vous avez continué cette expérience? Vous l'avez renouvelée ou vous avez en tête de le faire peut-être? On l'a fait entre nous, mais avec le lycée, l'équipe du SELF avait fait donc un repas et ils continuent à faire des repas sur d'autres pays, entre guillemets, une fois par mois, je crois. Parce que du coup, tous les mois, comme je disais, ils faisaient un repas et on avait demandé si ce mois-ci, ça pouvait être le jour, la semaine de notre événement japonais, justement. D'accord. Question maintenant un peu plus précise sur votre sujet qui intéressera sûrement nos auditeurs et auditrices. Pour recontextualiser un peu, c'est le yokai que l'on va 3 histoires donc que vous avez appelé des yokai, c'est ça qu'on va présenter tout à l'heure et que vous avez réalisé pour Ardio. Qu'est-ce qu'un yokai? Les yokai sont des types de créatures surnaturelles dans le folklore japonais du coup, qui sont apparues surtout sur une ère en particulier qui s'appelle l'ère Heian, qui commence en 794 jusqu'à 1185. Donc ce sont des légendes urbaines qui tirent une part de la vérité, qui ensuite ont été déformées par les différents habitants des villages dans lesquels ils sont nés. D'accord, donc les yokai sont des créatures ou sont des histoires? Les yokai sont les créatures qui sont présentes dans les histoires, et les histoires sont simplement appelées légendes urbaines. Et souvent, en général, sur ce genre d'histoire, les morales sont vachement axées sur la confiance, sur des sortes de mise en garde pour les plus jeunes, généralement. Ça peut être un peu terrifiant ou heurtant pour les plus jeunes, mais c'est souvent pour bien qui réalisent. Donc souvent, c'est sur ne pas faire confiance à n'importe qui, ou l'importance de la trahison, le côté négatif de la trahison, etc. Mais par exemple, pour la 3e qu'on a enregistrée, c'est sur l'importance fondamentale au Japon des rites funéraires. D'accord, la 3e qui parle de Gashado Kuro, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un Gashado Kuro? Je l'ai écouté tout à l'heure cette histoire et j'avoue être passé à côté de cette information. On comprend l'histoire, mais donnez-nous quelques informations là-dessus peut-être. C'est un squelette de 15 mètres de haut qui tue les gens en leur arrachant la tête. C'est un peu violent dit comme ça, mais c'est sa façon de se venger. Il est composé de cadavres de plusieurs personnes qui sont mortes sans avoir été enterrées, donc de leurs ossements. C'est en gros, sans avoir eu de rite funéraire, ils ne sont pas en paix et donc ils reviennent pour en quelque sorte se venger des gens qui les ont simplement oubliés. D'accord. Toutes ces histoires que vous nous racontez là, ce sont des contes japonais, c'est ça? Quand est-ce que vous, personnellement, vous en avez entendu pour la première fois? Comment ça a résonné en vous? Pourquoi avoir choisi des contes japonais, là où il existe également des contes peut-être qu'on connaît un peu plus? Pouvez-vous nous donner quelques informations là-dessus? Je sais que moi, en fait, j'avais vu des histoires sur YouTube par des youtubeurs que je suivais et ça m'avait intéressée. Je me suis un peu plus intéressée sur le sujet et comme j'étais attirée par le Japon, je trouve cette culture super intéressante. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet. J'ai cherché d'autres sortes de yokai qui m'intéressaient. Aussi, dans les animés, on en cite quelques-uns. Comme par exemple dans Naruto, le Kitsune, qui est un esprit renard. D'accord.
Moi, de mon côté, j'adore tout ce qui est mythologie, peu importe de quelle origine. Et donc, je lis aussi un peu de manga, et donc j'ai trouvé ça en commun avec mes 2 camarades. Et étant donné que c'est de la mythologie en quelque sorte, puisque c'est pas des dieux, mais c'est quand même des créatures, j'ai tout de suite adhéré à ça. Et j'en ai entendu parler de mon côté, et on a mis ça en commun du coup. Et alors, petite ultime question, justement, sur ces yogas, ce sont des histoires qui font peur. Enfin, en tout cas, les 3 qu'on va entendre sont des histoires assez effrayantes. Pourquoi avoir décidé de parler de ça, de le présenter dans le cadre de votre projet PIC? Pourquoi avoir décidé de présenter ces 3 histoires effrayantes? Est-ce qu'il y a un côté pure fiction, pur attrait par ça, ou autre chose? Il y a toujours le côté faire un petit peu voyager. Ça reste une radio qui sera donc sur Mugran et sur le BTS. Et on a trouvé que faire écho à notre projet en permettant aux gens de s'évader un petit peu, ça résumait parfaitement ce qu'on avait voulu faire en faisant ce pic. Et c'est toujours un petit peu sympa d'avoir un peu d'irréel dans la réalité, un peu. S'évader. Super, merci beaucoup Léa, Héloïse et Gaëlle. Merci à vous. Merci à vous. Et immergeons-nous tout de suite dans quelques petites histoires de yokai, présentées donc, je le rappelle, par Léa, Héloïse et Gaëlle, élèves en BTS DATR au lycée de Mugron. Kuchisake Onna. La femme à la bouche fendue. Cette légende date de l'ère Heian. Elle raconte qu'une femme, extrêmement belle mais tout aussi vaniteuse, était mariée à un samouraï jaloux. Un jour, sûre de sa beauté, elle décida de tromper son mari, jugeant que sa beauté ne pouvait pas se réserver à un seul homme. Le samouraï, la suspectant de la tromper, lui fendit la bouche de sa lame, d'une oreille à l'autre, en s'exclamant « Qui te trouvera belle maintenant ?» La légende raconte que, lors des jours de brouillard, on peut apercevoir cette femme, se promener en portant un masque chirurgical et une paire de ciseaux à la main. Elle s'adresse souvent aux écoliers et aux jeunes collégiens. « Me trouves-tu belle ?» Si la réponse est non, ils seront tués sur le champ avec les ciseaux. Si la réponse est oui, elle retire alors son masque et pose à nouveau la même question. « Me trouves-tu belle ?» Dans ce cas-là, si l'enfant lui répond non, elle le tue également sur le champ. Si l'enfant lui répond qu'elle est belle, dans le cas où ce serait une fille, elle lui découpera la bouche comme son mari lui a fait. Si c'est un garçon, elle le suivra jusqu'au pas de sa porte avant de le tuer. La légende urbaine prétend qu'à la seconde question, le seul moyen de s'en sortir vivant serait de lui répondre qu'elle est ordinaire. Yuki Onna. La femme des neiges. Alors qu'une effroyable tempête sévissait sur la forêt, le bûcheron Mosaku et son apprenti Minokishi, âgé de 18 ans, se réfugièrent dans une petite cabane au milieu de la forêt. Pendant la nuit, le feu de la cheminée s'éteint et un vent froid réveilla Minokishi. C'est alors qu'il vit une femme d'une immense beauté, vêtue d'un kimono blanc. Sa peau était d'une pâleur incroyable, de longs cheveux noirs et ses lèvres étaient bleues. Elle se pencha sur le vieux bûcheron et lui souffla son haleine glaciale au visage. Puis, elle se tourna vers le jeune homme tétanisé par la peur. Elle fut prise de pitié devant son jeune âge et sa beauté juvénile, et lui dit « Je ne vous tuerai point si vous promettez de ne jamais raconter ce que vous avez vu ce soir. » Le lendemain matin, Minokishi se réveilla et se rendit compte du décès de son patron, mais ne sut pas si, lors de cette terrible nuit, il avait rêvé ou non. Plus tard, le jeune apprenti rencontra une jeune femme fort belle qui se nommait Oyuki. Yuki signifiant neige.
Un jour, il lui raconta l'histoire de cette étrange nuit où il avait pu rencontrer la femme des neiges. Sa femme, qui était en réalité Yuki Onna elle-même, se mit en colère et l'abandonna. Elle épargna sa vie, car elle avait eu des enfants avec lui, mais lui promit de revenir le châtier s'il n'était pas un bon père pour eux. Elle se transforma en brouillard blanc et disparut par le conduit de la cheminée. Gachado Kuro. Le squelette affamé. Yusaki n'avait jamais été un bon élève, feignant, maladroit et coureur de jupons. Son maître, Akurei, n'en obtenait rien de bon. Un jour, Yusaki fut convoqué par son maître afin qu'il affronte l'élève d'un autre combattant du comté voisin. Terrifié et conscient de sa faiblesse, il paniqua et se terra dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Akurei, son honneur bafoué, se mit à la recherche de son élève et, lorsqu'il le retrouva, pointa sa lame vers lui. Pitié, maître, ne me tuez pas, je saurai laver votre honneur, je vous le jure. Mais le maître abattit son sabre d'un geste vif, tuant Yusaki sur le coup, laissant son cadavre sur place. Quelques mois plus tard, incapable de trouver le repos à cause de l'absence de rite funéraire, et, rongé par les remords et la colère d'avoir été abandonné au cœur de cette forêt, Yusaki devient un Gachado Kuro. Pourchassant quiconque traversait cette forêt. Avant de lui arracher la tête. La radio Ardio, la meilleure des radios. Bonjour et bienvenue sur Ardio Mugron. Nous sommes de retour en plateau avec Jeanne, Tatiana et Bétiane. Jeanne, bonjour. Bonjour. Tatiana, bonjour. Bonjour. Bétiane, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Ça va. Bien. On est là pour parler de votre projet, de votre PIC. Donc PIC, pouvez-vous me rappeler ce que ça veut dire, Bétiane ou Tatiana par exemple ? Ça signifie projet d'initiative et de communication. D'accord, donc c'est quelque chose que vous avez à faire au sein de votre BTS. Vous êtes en BTS DATR, c'est ça, Bétiane ? Oui, c'est ça, développement et animation des territoires ruraux. Là, on est en seconde année et les PIC, c'est un projet de première année. D'accord, très bien. Je pense que nos auditeurs auront bien compris. Merci, Bétiane, pour ces informations. Nous allons tout à l'heure faire écouter une rubrique que vous avez faite qui s'appelle « Question pour un Mugron ». Le nom parle de lui-même, c'est un jeu télé adapté à la radio. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel projet vous aviez choisi pour le PIC S'appelait-il déjà Question pour un Mugron ou était-ce quelque chose de tout à fait autre ? De base, c'était quelque chose de tout à fait autre. C'était censé être un qui est. Sauf qu'on n'avait pas d'idée, on n'arrivait pas à développer ça. Donc on est parti sur quelque chose de complètement autre et c'est devenu Question pour un Mugron sous le même principe que Question pour un champion, sauf que ça s'est transformé en Question pour un Mugron. D'accord, merci Jeanne. Mais alors quelle forme ça prenait peut-être ce Question pour un Mugron ? Est-ce que c'était sous une forme de jeu en live ou vous m'avez parlé d'une application, c'est ça Tatiana ? Oui, on a utilisé l'application Blickers qui est une application en ligne avec des QR codes. Donc il y a une phase A, B, C et D et on projetait des questions au tableau. Et on avait des classes du lycée qui devaient répondre aux questions en montrant la phase genre A, B, C ou D. Et Jeanne scannait leur QR code. C'était un peu une compétition pour savoir qui allait avoir le meilleur taux de réponse, quoi. D'accord. Entre les classes. D'accord, une compétition entre les classes du lycée agricole de Mugron, c'est ça ? Pour savoir qui connaissait le mieux les filières, du coup. C'est ça, oui, parce que le fond du jeu... C'était de faire connaître les filières du lycée. D'accord, ok. Alors pourquoi avoir choisi ce thème-là ?
Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, nous, on était ici dans ce lycée depuis 1 an et qu'on ne connaissait pas du tout le contenu des autres filières. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de faire connaître du coup, le contenu de toutes les filières proposées au lycée de Mugran. D'accord, oui. Merci Bétiane. Et donc, comment ce jeu a été reçu par les classes? Combien de fois l'avez-vous fait? Est-ce que c'est une expérience qui a été répétée ou voilà, est-ce que c'était juste un one-shot comme ça? On l'a fait sur 2 jours, le temps de faire passer toutes les classes. Bon, chaque classe s'est passée 1 fois. Et ils étaient plutôt assez contents, parce que du coup, ils ont pu voir leurs résultats. Et comme ça crée un peu une compétition, ils étaient contents. Donc ça a été bien reçu par les élèves. Et puis, ils ont appris des choses, je pense. D'accord, oui. Oui, effectivement, on va l'entendre tout à l'heure. On apprend des choses lors de ce jeu. Donc, comment est-ce que là, pour la radio, vous l'avez mis en place, Tatiana? Comment est-ce que vous êtes passé d'un QR code qu'on peut pas utiliser à la radio? Comment est-ce que vous avez comme ça mis en place ce jeu à la radio pour Radio Mugron? On a fait 2 équipes qui s'affrontaient avec des sonnettes. Et celle qui répondait avait 1 point ou 2 points suivant la manche. D'accord, ouais. Et Bétiane, vous êtes, me semble-t-il, l'animateur sur, oui, c'est ça. Sur ce jeu. Un lien à faire peut-être avec votre BTS d'animation, animation territoriale, animation radio. Est-ce que vous vous promettez un avenir d'animateur radio, peut-être le Nikos Aliagas du BTS DATR? Pas du tout. J'aime pas trop l'animation. Et, dans le BTS, justement, le BTS, c'est animation, développement et animation des territoires ruraux. Et moi, je suis plus dans la branche développement des territoires ruraux que animation. D'accord, oui, vous êtes, m'a-t-on dit, un fan de la Chalosse? C'est comme votre poche. Pas trop. Pas trop? Non, pas du tout. On m'avait parlé de randonnée. On a dû me donner des fausses informations, des fake news, comme on dit. Une question que j'ai à vous poser. J'ai écouté la rubrique tout à l'heure, le jeu. 100 000 euros à gagner. D'où avez-vous sorti ces 100 000 euros? Les partenaires. Les partenaires? Les partenaires. On a de très bons partenaires financiers. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont trouvé ce projet très intéressant et ils ont financé. Mais la Chalosse, c'est assez riche. Donc, les instances nous donnent beaucoup d'argent. D'accord, 100 000 euros des instances de la Chalosse. Si des personnes veulent monter un projet, n'oubliez pas la Chalosse, comme on dit. Je pense que ça pourrait être peut-être le slogan de votre jeu, Bétiane. Exactement, ça peut être ça, oui. N'oubliez pas la Chalosse. Nous partons donc pour Question pour un Mugron, un projet de Jeanne, Tatiana et Bétiane, élèves en BTS DATR. C'est tout de suite. Après 1 semaine d'attente, vous allez pouvoir apprécier la finale tant attendue de notre jeu Question pour un Mugron, présentée par Bétiane. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Question pour un Mugron. Pour cette finale tant attendue, à la clé 100 000 euros. Nous retrouvons à ma gauche l'équipe Forêt de Pin, composée d'Anaïs, Romane et Johan. Et à ma droite, les Vallons de Chalosse, composés de Clarisse, Emma et Ethan. Chers auditeurs et participants, je vous rappelle les règles du jeu. Question pour un Mugron se compose de 2 manches. La première avec des questions à choix multiples et la seconde avec des questions de rapidité. Je rappelle que pour la première manche, les réponses valent 1 point et pour la seconde manche, les réponses valent 2 points. Participants, êtes-vous prêts? Oui! Place à la première manche. Question pour un Mugron. Première question. Quelles sont les 2 matières techniques du SAPAT? Éco et français, ES-GH, ESC, maths histoire ou ESF, ESC? Forêt de Pin, je vous écoute. ESF, ESC, ESC. Bonne réponse. Question numéro 2. À quel métier sont formés les élèves en agroéquipement? Technicien agréé, conducteur d'engin agricole. Conducteur d'engin agricole? Mauvaise réponse. Oui, Forêt de Pin? Technicien agréé. Bonne réponse. 2-0 pour la Forêt de Pin. Question numéro 3. Quel est le coefficient du M55 en BTS DATR? Le coefficient est de 1, de 2,5, de 3,5 ou de 5? Les Vallons de Chalosse, je vous écoute. Il est de 5. Mauvaise réponse.
Forêt de pin? J'en ai aucune idée. De 3,5. Mauvaise réponse. Non, vous n'avez pas le... La bonne réponse était de 2,5. Question suivante. Que signifie le sigle AE? Agent d'exploitation, agroéquipement ou agriculteur expérimenté? La forêt de pin. Agroéquipement. Bonne réponse. Avant-dernière question. Petit bilan sur les résultats. 3-0 pour la forêt de pin. Quelles sont les deux matières principales de l'agroéquipement? Soit c'est le tracteur et physique, le machinisme et maintenance, le français et physique ou l'agronomie et mécanique. C'est la forêt de pin, je vous écoute. La deuxième. Faut me dire le nom. Machinisme et maintenance. Bonne réponse. 4-0 pour la forêt de pin. Nous passons maintenant à la dernière question. Un diagnostic de territoire sert à faire un questionnaire, analyser la démographie ou analyser une problématique de territoire et la population. Analyser la forêt de pin, je vous écoute. Analyser une problématique et territoire et sa population. C'est exact. À l'issue de la première manche, la forêt de pin gagne 5-0. Nous passons maintenant à la seconde manche. Question pour un muron. Donc la seconde manche, c'est une manche de rapidité. Donc dès que j'ai posé la question, vous pouvez buzzer et donner la réponse. Première question. En quoi consiste le BTS DATR? La forêt de pin, je vous écoute. Développement, animation des territoires ruraux. Ce n'est pas l'intitulé, mais en quoi consiste? Quelle est la matière principale et qu'est-ce que nous faisons le plus? Tout ce qui est communication, économie. Faux. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, très En cher. quoi consiste le BTS DATR? Ah, du projet. Du projet. Je vous accorde le point. C'était monter des projets en relation avec le territoire rural. Petit total, 5-2 pour la forêt des pins. Question suivante. Que signifie la matière ESC? La forêt de pin, je vous écoute. Éducation socio-culturelle. Bonne réponse. Question suivante. Écoutez bien. Question mathématique. La ferme Bacotte a 25 vaches. Elle en vend 6, puis en rachète 11. Et enfin, elle multiplie son troupeau par 2. Combien de vaches a la ferme Bacotte? Attends, 26. Question pour 60. Bonne réponse pour la Vallon de Chalosse. Bravo, Ethan. Prochaine question. En DATR, quelle est la durée du stage sur l'année? La forêt des pins, je vous écoute. 12 semaines. Bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la spécificité que l'on retrouve dans les 3 filières au lycée de Mugron? Mais le SC, l'éducation sociale et culturelle. Mauvaise réponse. Mais si. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? Quelle est la spécificité que l'on retrouve dans les 3 filières? L'agroéquipement, SAPAT et le DATR. La ruralité. Mauvaise réponse. Les stages. Vallon de Chalosse, je vous écoute. Mauvaise réponse. La forêt des pins, je vous écoute. L'agricole. Mauvaise réponse. La documentation. Mauvaise réponse. Genre, quelle matière ou... C'est ça, quelle matière? Les projets. Mauvaise réponse. Quelle matière? Les maths. Mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était la pluridisciplinarité. Ah, bah oui. Oui, merde.
Nous passons à la question suivante. En DATR, combien avons-nous de professeurs d'économie? Les Vallons de Chalosse. Bonne réponse. Prochaine question. Quel est le thème principal du MIL? Le développement durable. Bonne réponse pour les Vallons de Chalosse. Petit bilan en cours de route, 8 à 9, toujours pour la forêt de pin. Et nous allons terminer par la dernière question qui vaut 3 points, afin de les départager. Que signifie le sigle DATR? La forêt de pin. Ah, développement et animation des territoires ruraux. C'est une bonne réponse. Félicitations à la forêt de pin. Vous remportez donc cette grande finale et empocher les 100 000 €. C'était Question pour un migrant. On se retrouve la semaine prochaine. Question pour un migrant. Ardio, Ardio, la radio des cadeaux. Et toi, tu as toujours rêvé d'être un agriculteur? Non. Tant mieux, car nous avons un super jeu de société pour toi. Ok. Farming Game est un jeu destiné aux enfants à partir de 6 ans. Il permet de développer vos connaissances et vos savoirs sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut gagner un tracteur? Non, mais tu peux acheter Farming Game dans tous les commerces proches de chez toi. Même ma mère a essayé et elle a kiffé. Farming Game. Tu joues, tu la fermes. Attention, ceci est un message de l'Office de tourisme de Mugron en collaboration avec Parcoursup. Ah, Mugron, padapalapa. Ah, Mugron, padapalapa. Du lundi au vendredi, on vit ici et on subit. Il n'y a pas tout ce que vous voulez dans ce petit pays. Une boulangerie, une pharmacie, une épicerie, une chapellerie. On n'est pas loti comme à Paris, mais on est bien ici. De midi jusqu'à minuit, on étudie l'économie. Venez tous au lycée de Mugron pour réussir votre vie. Ah, Mugron, padapalapa. Ah, Mugron, padapalapa. Imaginez le produit de vos rêves. Doux, chaleureux, agréable. 10 couches pour un confort maximal. Design affirmé au service de votre sécurité. N'en rêvez plus, le PQ de la République est disponible dès maintenant. Pas de panique, la République est là. Oh non, Gachadokuro a encore piétiné mes fleurs, j'en peux plus. Oh, et moi, Kuchisake Onna a encore tué un de mes enfants. Et avec Yuki Onna qui s'amuse à éteindre nos cheminées, on a froid. Vous en avez marre des yokai? Vous voulez vous débarrasser des yokai? Appelez Yokai Buster au 06 69 06 66 et nous viendrons les chasser de chez vous. Cet appel sera surtaxé à 30 € par seconde pour tout remboursement. Merci de nous contacter. L'appel sera surtaxé à 60 € par milliseconde. Ardio. La radio de los locos. Olé! Bonjour et bienvenue sur Radio Mugron. Nous sommes de retour sur le plateau pour parler d'une nouvelle rubrique, Toutes nos couleurs, réalisée par Camille, Angélique, Hugo et Johan. Nous allons les avoir par téléphone, pas directement sur le plateau. Nous allons avoir donc Camille et Johan, normalement, que nous allons essayer de joindre. Commençons par Camille. Allô Camille? Camille, est-ce que tu es là? Salut, tu es tombé sur ma messagerie. Veuillez me rappeler, bisous. À la fin. Eh bien, bisous Camille. Nous n'aurons pas donc Camille sur ce plateau, mais il me semble que nous avons en ligne Johan. Johan, bonjour. Bien, bonjour. Comment ça va, Johan? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. On est ici pour parler, comme les autres que j'ai pu avoir avant ici au plateau, de votre projet PIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous présenterons tout à l'heure votre rubrique qui s'appelle Toutes nos couleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre projet PIC? Du coup, on a agi avec une association qui était les Bascos. C'est une association qui est dans les Landes.
Et donc on est allé voir un lycée et ensuite on a utilisé nos outils pour pouvoir arriver à notre but. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes allé sur le terrain pour mener des actes de sensibilisation, c'est ça ? Exactement. D'accord, et quels ont été les moyens que vous avez mis en place pour ces sensibilisations ? Est-ce que c'était des ateliers de parole ou est-ce que ça allait un peu plus loin avec des plaquettes, des chiffres, des données statistiques ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors nous, les moyens qu'on a utilisés, en fait, oui, on a commencé avec quelques statistiques, donc pour pouvoir les mettre dans le contexte. Et ensuite, on leur a montré une vidéo de Kate Haring, qui lui on va dire, appartenait au monde LGBT, qui était un grand artiste. Et ensuite, on leur a fait réaliser des affiches où ils ont pu mettre un peu ce qu'ils pensaient de ce que c'était le monde LGBT. D'accord, très intéressant. Est-ce que vous, en tant qu'élève, vous avez eu des ateliers de sensibilisation comme ça déjà dans votre scolarité ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué, c'est pour ça que vous avez voulu en faire ? Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus ? Alors non, en fait j'en ai jamais eu. J'ai déjà eu des ateliers une fois sur l'éducation sexuelle et on a vaguement parlé d'homophobie. On trouvait ça pertinent qu'il y en ait plus, quoi. D'accord, oui, très bien, mais effectivement, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices, la réception de Johan est un peu mauvaise, mais Johan, on vous entend quand même. Une autre petite question pour vous. Est-ce que vous avez été témoin d'actes homophobes déjà au lycée ? Est-ce que c'est un sujet qui vous importe ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Alors, j'ai jamais été témoin, mais j'ai entendu plusieurs histoires ou anecdotes ou même des amis à moi qui ont été touchés par ce genre de harcèlement de genre. Pour vous, c'est important d'en parler, de mettre ce problème, ce problème sur la scène publique, entre guillemets, en tout cas de le faire apparaître au sein des établissements scolaires. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle plus, ça existe. D'accord, très bien. Et pour Ardio, vous avez réalisé 3 séquences qui sont 3 fictions, des dialogues, des situations dans lesquelles peuvent se remarquer, enfin se remarquent très clairement d'ailleurs, des actes homophobes. Pourquoi avoir choisi de le réaliser sous forme de fiction ? Est-ce que c'est pour nous immerger dans les problèmes et nous faire comprendre au-delà des chiffres ? On essayait de représenter un nombre de personnes qui ont pu être touchés par ce genre de problème. Et donc, on a essayé de leur donner un petit message de courage. Est-ce que vous avez un message à passer aux personnes LGBT qui sont concernées au lycée, au collège, en tout cas en établissement scolaire ? Un message d'espoir, peut-être ? Juste soyez qui vous êtes et rien de plus, finalement. Très bien. Merci beaucoup, Johan, pour votre intervention. De rien. Et nous pouvons enchaîner avec votre rubrique qui s'appelle, je le rappelle, Toutes nos couleurs, une rubrique réalisée par Johan que nous avions au téléphone aujourd'hui, ainsi que Camille, Angélique et Hugo. C'est tout de suite, c'est parti. Ici c'est toutes nos couleurs. Question homo, viens on en parle. Question hétéro ou toutes les autres sexualités. Viens on en parle. En France, 18% des lycéens ou étudiants LGBT déclarent avoir été insultés au cours des 12 derniers mois. L'homophobie est en hausse de 38% en milieu scolaire. Après les insultes, s'ajoutent moqueries, menaces, agressions physiques ainsi que du cyberharcèlement. Tous les matins, Clément prend le bus. Mais ce qu'il redoute, c'est Hugo qui l'attend au fond du bus avec un cutter. À Skip, il le frappe et l'insulte quasiment tous les matins. Oh non, pas encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui ? Et même les jours d'après ? Et c'est ce qu'il fit pendant plusieurs jours. Mais Clément a bien fini par en avoir marre. Tous les matins, il rentrait chez lui, la peur au ventre et la crainte de le croiser en dehors du lycée. Pourquoi t'es tout le temps comme ça avec moi ? Parce que tu marches comme une pédale et t'es une tafiole. Et alors, tu as peur ? Oui, mon père m'a toujours dit que c'était pas naturel. C'est dégueulasse. Ton père t'a dit ça car
il est fermé d'esprit et pas assez informé sur le sujet. Je vais t'expliquer ma vision des choses et après tu pourras faire ton propre avis. Après plusieurs jours de discussions et même de rencontres avec des membres d'une association LGBT, Hugo finit par comprendre qu'être gay n'a rien d'anormal et finit même par se rapprocher de Clément. No cool. Bien, on en parle. Dans le milieu du travail, l'homophobie reste un sujet tabou. 20% des personnes LGBT sont victimes de discrimination à l'embauche ou dans leur emploi au cours des 12 derniers mois. Selon SOS Homophobie, en 2014, 56% des sondés n'ont pas de soutien face aux actes homophobes dans leur entreprise. Et 85% des comportements homophobes ne sont pas sanctionnés. Julie et Chloé travaillent toutes les deux dans la même entreprise depuis des années. Tout se passait très bien avec leurs collègues jusqu'au jour où leur relation a été découverte par une de leurs collègues et elle l'a dit à tout le monde dans l'entreprise. Elles vont être convoquées par le directeur. Elles attendent dans le couloir devant le bureau du directeur. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils nous connaissent depuis des années. Pourquoi leur regard changerait sur nous ? Non mais tu te rends compte, on a caché notre relation pendant 2 ans et ça fait 3 ans qu'on travaille dans cette entreprise et là on risque de perdre notre travail juste parce qu'on est un couple de femmes. Les filles commencent à stresser sur leur avenir dans l'entreprise et s'imaginent le pire. Le directeur leur fait signe d'entrer dans le bureau. Il leur explique qu'il ne comprend pas forcément pourquoi elles étaient ensemble, mais qu'il respecte leur choix et fera en sorte qu'elles ne subissent pas de remarques de leurs collègues. Les filles sont soulagées, elles peuvent continuer de bosser dans de bonnes conditions, sans crainte. Mais la suite ne s'est pas passée comme ça. Les filles ont subi des insultes à répétition et elles ont été forcées à démissionner. No cool. Bien, on en parle. En milieu scolaire, les infractions sont majoritairement verbales. Il s'agit d'injures. Et dans 18% des cas, des menaces. Les personnes victimes d'actes anti-LGBT constatés par la police sont dans l'immense majorité des hommes, 75%, et plus souvent des jeunes. 58% ont entre 15 et 34 ans. Si vous êtes victime d'agression, contactez le 01 41 83 42 81. Paul arrive tous les matins en retard. Il ne travaille plus. Chaque matin, il angoisse et a la boule au ventre au moment d'aller au collège. Bonjour monsieur. Paul, va t'asseoir. Dépêche-toi. Paul part s'asseoir en tremblant. Alors là, ta fiole, tu vas arriver à répondre à la question ? Parce que ça commence à me faire chier d'accueillir les pédales en mon cours. C'est ce qu'il aurait voulu dire s'il le pouvait. Au lieu de ça, il décide de piéger Paul avec une question. Peux-tu me dire la superficie de la Papouasie ? Pourquoi vous êtes toujours contre moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Depuis le début de l'année, j'ai perdu 15 kilos. J'ai la boule au ventre rien qu'à l'idée de venir dans vos cours. Paul aurait aimé lui répondre ça s'il pouvait. Il n'y a pas de fin heureuse. Paul a été harcelé toute l'année et n'a jamais pu en parler à son entourage. Ici c'est tout, no cool. Question homo, viens on en parle. Question hétéro, ou toutes les autres sexualités. Viens on en parle. Bonjour et bienvenue, nous sommes de retour sur Arduo Mugron et nous recevons maintenant le groupe composé de Morane et Anaïs qui vont nous expliquer leur projet très bientôt, qui a été rejoint d'ailleurs par Ethan et Roman sur la petite présentation qu'ils vont nous faire ensuite. On vous dira tout ça tout à l'heure, mais tout d'abord, bonjour Morane. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes ici donc pour nous parler de votre PIC. Quelques camarades à vous nous ont déjà expliqué ce qu'était un PIC. Est-ce que vous pouvez rajouter un peu votre petite touche personnelle là-dessus, Anaïs ? Nous, personnellement, nous avons réalisé l'année dernière donc, ce projet PIC qui nous a permis de mettre en valeur l'agriculture, vu qu'on avait beaucoup de points communs sur l'agriculture et qu'on voulait le mettre en valeur le plus possible avec des jeunes du territoire.
D'accord, vous êtes, on le rappelle, en BTS DATR. Qu'est-ce que ça veut dire, Anaïs? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? BTS, développement et animation des territoires ruraux. D'accord, d'où également le lien avec l'agriculture qui est... Voilà, exact. Morane, peut-être un petit mot sur votre projet, plus précisément, quel était le sujet de votre PIC? Alors pour nous, il s'agissait de sensibiliser les jeunes de 4e du collège de Mugron, parce qu'en fait, c'est une passion qu'on a tous en commun. Et du coup, on voulait les sensibiliser sur ça. Et on a du coup réalisé un jeu de société pour que ce soit plus axé pour eux. D'accord, donc c'était un outil justement de sensibilisation, c'était ce jeu de société-là. Exactement. D'accord, en quoi consistait le jeu? Quelles étaient les règles du jeu? Qui étaient, je le rappelle, donc sur l'univers du monde agricole, c'est ça? Exact. Donc nous, on avait réalisé un plateau de jeu, donc sur format un peu calendrier. Et nous l'avons fait de A à Z, donc où nous avons aussi créé des gros dés, etc., où on a pu aller dans les salles avec. Et donc c'était 4 thèmes différents, donc les formations agricoles, les types d'agriculture, les matériels agricoles et les chiffres en France, en fait, l'agriculture en France. Donc chaque classe était divisée en 4 équipes et l'objectif c'était d'arriver le plus vite possible à la case d'arrivée. Voilà. D'accord, donc c'était une sorte de jeu de loi revisité sur l'agriculture. Exact, et pour améliorer un peu leur connaissance sur l'agriculture. Ça, c'était l'idée globale du projet, c'était de leur donner des outils de compréhension du monde agricole pour les aider sur leur orientation, ou c'était simplement un outil de sensibilisation générale sur le monde agricole? Oui, du coup, en fait, on a pris exprès les 4e. De base, on devait prendre les 3e, mais ils étaient beaucoup plus perturbateurs. Donc, nous avons pris les 4e qui vont bientôt avoir un parcours scolaire différent. Ils vont bientôt entrer en seconde. Donc, les formations agricoles, par exemple, ont peut-être permis à certains de se reconnaître dans certaines formations. D'accord, et comment ça a été reçu, Morane, peut-être, comment ça a été reçu ce jeu sur la sensibilisation de l'agriculture en milieu qui est déjà rural, ici à Mugron? Est-ce que vous avez fait face à des personnes qui, en fait, ne connaissaient pas le monde agricole, vous leur avez apporté des vrais outils, ou est-ce que c'était déjà des personnes qui étaient un peu sensibilisées, vous n'avez fait que donner encore plus de clés, de profondeur à ce sujet-là? Comme c'était déjà des personnes qui sont dans le milieu rural, du coup, ils connaissaient déjà pas mal le milieu agricole. On leur a apporté bien évidemment toujours des connaissances en plus, mais sinon, ils avaient déjà les bases. D'accord, est-ce que ça a été des bons moments passés avec ces 4e-là? Oui, franchement, ils ont été adorables en plus. Donc, ouais. Est-ce que vous auriez en tête, pourquoi pas, d'amener ce jeu, non pas dans des classes de lycée agricole, mais dans des classes peut-être de lycées plus généraux, dans des zones peut-être plus urbaines, justement pour apporter de la sensibilisation? On devait le faire normalement avec des classes du milieu rural, donc comme Mugron, et des classes du milieu urbain, comme par exemple le Mont-de-Marsan, on voulait faire normalement. Sauf que ça ne s'est pas fait à cause du Covid, qui était très compliqué du coup pour avoir accès au lycée, etc. Donc on a fait que avec le milieu rural. Mais sinon, ça aurait pu être tout aussi intéressant avec des élèves de la ville, quoi. On va dire. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous est venu cette idée de sortir le jeu peut-être du milieu scolaire pour toucher d'autres publics, ou est-ce que vous êtes concentré, et c'est tout à fait compréhensible, sur simplement le milieu scolaire, ou je sais pas, par exemple des ateliers de médiation en médiathèque pour peut-être du public un peu plus familial avec ce jeu, ou est-ce que ça vous est venu en tête ou pas? Oui, ça nous est venu en tête de faire ça, sauf que malheureusement on n'a pas eu le temps. Du coup on a préféré rester dans le milieu scolaire. D'accord, ouais, super, et c'est tout à fait compréhensible. Alors, je vais vous inviter maintenant à nous expliquer un peu ce que l'on va écouter. Vous avez réalisé un jeu qui est un jeu de radio-réalité, on va dire, qui s'appelle J'aime mon éleveur, c'est ça? Oui. Qu'on va écouter tout à l'heure. C'est ce que vous avez réalisé pour notre radio, Radio Mugron. Comment en êtes-vous venu de ce jeu de société à ce programme de radio-réalité qui s'appelle J'aime mon éleveur? Alors, comme on avait expliqué avant, on a déjà sensibilisé les jeunes, des jeunes adolescents autour de l'agriculture, et donc du coup on voulait changer un peu de public et sensibiliser les jeunes adultes, mais de façon plus humoristique et parodique. D'accord, oui, vous reprenez un peu des codes qu'on peut avoir dans, par exemple, L'amour est dans le pré, ça? Exact. C'est ça. Le principe de l'émission, donc, c'est des éleveurs qui cherchent l'amour, c'est ça? Oui.
Et qu'est-ce que vous auriez à répondre à un public qui pourrait dire que c'est peut-être un peu trop cliché ou alors avec que ça véhicule des visions préconçues de l'agriculture? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre là-dessus? Après, nous, du coup, cette émission, c'était vraiment humoristique. On s'est pris vraiment au second degré, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. Et on n'a rien modifié. Oui, c'est ça, c'est un échange honnête avec aussi des personnes que vous connaissez, de rire entre amis, quoi, finalement. Voilà. C'est ça. Et on l'entend d'ailleurs très bien dans cette émission qu'on va vous proposer désormais. J'aime mon éleveur, un projet réalisé donc par Morane et Anaïs au sein de leur pic, aidé par Ethan et Roman du BTS DATR du lycée de Mugron. J'aime mon éleveur, c'est tout de suite, c'est plein d'humour, plein de second degré et surtout ça nous raconte les agriculteurs d'aujourd'hui. Avertissement. Cette émission est une parodie de L'amour est dans le pré. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est tout à fait voulue de notre part. J'attends l'éleveur de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur de son foin. Elle peut venir, je suis prêt à l'accueillir. J'attends l'amour dans ma ferme. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans J'aime mon éleveur, une émission pour trouver la femme de nos futurs agriculteurs qui n'attendent que d'être aimés. À la fin de cette émission, 3 de nos candidats trouveront l'amour. Nous avons interrogé 50 futurs agriculteurs, écoutons tout de suite leurs réactions. Je suis aujourd'hui sur le terrain à la rencontre de futurs éleveurs. Nous sommes à Mugron, au lycée agricole. Je vais aider les agriculteurs de demain à trouver l'amour. On le dit un peu bof, ma tâche ne sera pas facile. Est-ce qu'elle doit savoir faire la cuisine? Oh, pas obligatoirement. Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur? Bon, allez, non. Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme? Son cul. Quel type de caractère aimes-tu? Qui se laisse pas trop faire. Est-ce qu'elle doit savoir faire la cuisine? Bien sûr, en salopette. Quel est ton date parfait? Le tracteur. 1455 XL. Et première génération. Hein. Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur? Rigole pas. Hein. Question suivante. Tu touches plus de tracteurs que de femmes? Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme? Ses beaux yeux ronds. As-tu un style vestimentaire préféré? Sans vêtements. Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur? Je sais pas, ça dépend. Hein. Là, tu touches une corde sensible. Là. Quelle est ta femme idéale? Franchement, la femme idéale? Vous savez, moi, 2 bras, 2 jambes, une tête, et voilà. Hein. Un beau sourire, un beau sourire. Il faut qu'on soit romantique un peu quand même. Partons maintenant à la rencontre de nos prétendantes. Quelle est la première chose que tu regardes chez un garçon? Ses yeux. As-tu un style vestimentaire préféré? Les chemises. Est-ce qu'ils doivent savoir faire la cuisine du coup? Ah bah oui, oui. Quelle est la première chose que tu regardes chez un homme? Ses yeux et ses fesses. Quel type de caractère aimes-tu? Assez caractériel. Est-ce qu'il doit savoir faire la cuisine? Bah minimum. Genre savoir faire des pâtes quoi. Quelle est la première chose que tu regardes chez un homme? Ses yeux. Quel type de caractère aimes-tu? Un caractère fort. As-tu un style vestimentaire préféré? Non. Est-ce qu'il doit savoir faire la cuisine? Un minimum, oui. Quel est ton date parfait? À la plage avec un bon verre de vin. Nous avons donc choisi nos 3 candidats, dont Lucas, 19 ans, futur agriculteur qui préfère son tracteur à sa future compagne. Quelle couleur de cheveux préfères-tu pour une femme? Châtain ou blonde? Quelle est la couleur des yeux que tu préférais? J'aime bien les yeux verts ou les yeux marrons. Tu la préfères de quelle taille? Un peu plus petite que moi. Quelle morphologie préfères-tu? Pas maigre, mais un peu charnue. Est-ce que tu aimes bien les filles à lunettes? Ouais. Quels sont tes tu-l'amour? Les poils. Et quel type d'humour doit-elle avoir? Bof. Jules, 18 ans, futur producteur de viande et beauf, de père en fils. Quelle couleur de cheveux préfères-tu pour une femme? Brune. Quelle serait la couleur de ses yeux? Marron. Tu la préfères de quelle taille? Oh, que fasse ma taille. 1m60. Quelle morphologie préfères-tu? N'importe. Quelle taille de pied doit-elle avoir? 40, 42, je sais pas. Et tu l'amour? Et tu l'amour? Oh, l'infidélité. Alors là. Et enfin, Hugo, 20 ans,
futur mécanicien agricole, cherche l'agricultrice de sa vie qui partage sa passion. Quelle couleur de cheveux préfères-tu pour ta femme idéale? Blond, brun, Quelle couleur des yeux? marron comme moi. Tu la préfères de quelle taille? Un peu plus petite que moi. Quelle morphologie préfères-tu? 60 kilos. Faut la soulever après. Est-ce que t'aimes bien les filles à lunettes? Ouais. Quelle taille de pied doit-elle avoir? Des pieds normaux, genre 5 doigts. Quels sont tes tue-l'amour? Moi j'ai pas de tue-l'amour. En fout, si elle pète à côté de moi, ça me va. Hein. Quel type d'humour doit-elle avoir? Le même que moi. Très bof. Pour eux, nous avons retenu 3 prétendantes. Les voici. Manon, 20 ans, de signe astrologique Sagittaire, au caractère drôlement salé, narcissique dans l'âme. Laura, 19 ans, obsédée par les fesses, pour un date parfait au bord de l'eau. Et Tatiana, 19 ans, aimerait se faire percuter par un rugbyman qui de préférence sait faire des pattes. Messieurs, les choix sont faits. Vérifions maintenant si vous êtes compatibles. Pour Lucas, nous avons sélectionné Laura, qui correspond à 99% car ils ont des signes astrologiques compatibles, puisque Vénus s'accouple avec Mars, ainsi que leur passion insatiable du popotin. Comment ressens-tu cet amour Je l'aime déjà. Je suis amoureuse. Ah, c'est gentil. Pour Jules, nous avons trouvé Tatiana. Ils aiment tous les deux aller manger au restaurant, mais sans vêtements. On t'a mis avec Tatiana. Vous vous correspondez le plus? J'ai mal au cœur. Donc comment J'ai des pointes au cœur là. Pour Hugo, nous avons choisi Manon, qui lui correspond à 88% grâce à leur caractère calme, sauf folie. C'est pour le jeu? Comme l'amour est dans le pré là? Moi tant que c'est conduire un tracteur, ça me va. Tu vas m'apprendre. Je vais labourer mes champs. J'aime mon éleveur a permis à nos 3 agriculteurs de trouver peut-être leur âme sœur. Retrouvez-nous dans la saison prochaine pour découvrir ce qu'ils sont devenus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. J'attends l'éleveur de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur de son froid. Elle peut venir, je suis prêt à l'accueillir. J'attends l'amour dans l'affaire. Même à vélo. Écoutez. Et faites attention de ne pas tomber à l'eau. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Ardio Mubron. Une émission réalisée avec Laura, alias La Bob. Anaïs, alias Maïs. Léa, doubleuse de yokai professionnelle. Gaëlle, alias La Voix des légendes. Héloïse, alias Justine de la pub. Manon, juste Manon. Betchan, Banks. Emma. Kiki pour les intimes. Jeanne ou Jeannette. Tatiana fait un tatoche. Roman ou Josh. Moran ou Momo pour les plus intimes. Clarisse ou Claclou pour les plus BG. Ethan, l'ingénieur. Thierry, Sounette pour les intimes. Gégé, la prof. Mathis, Hugo, Johan, Camille et Angélique.